à la relique barbare, au métal jaune. Alors, bienvenue à tous, je vois les noms. Bonjour Dominique. Heu, on va, comme d'habitude, attendre quelques instants pour démarrer le webinaire, dans l'attente des retardataires. Bonjour, Stéphane, fois 2. Alors, on avait fait un webinaire l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a presque un an, jour pour jour, sur le même sujet. Et comme l'année dernière, je vais vous demander votre avis déjà, avant de vous donner le mien et de vous faire part de mes analyses, sur l'or. Avant cela, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Régis Jancovici, je suis le fondateur et dirigeant de ETF Finance pour les professionnels et Luxavi pour les investisseurs privés. Je vous accompagne, je gère des portefeuilles en ETF, ces fameux fonds indiciels qui ont un succès phénoménal. Voilà, donc je vous pose la petite enquête. Voilà, c'est relativement simple. Selon vous, le placement aurifère, alors que ce soit de l'or ou des mines d'or, pour vous, c'est inutile, c'est absolument d'un autre temps. C'est une diversification ponctuelle ou un outil de trading ou un cœur de portefeuille. Voilà, n'hésitez pas, vous cliquez et après, je partage le résultat. Alors, eh ben, c'est pas mal, 22 votants. 23. Allez, je laisse encore 10 secondes. Bah, c'est bien, vous êtes 25 sur 27 à avoir voté. Allez, tac, fin du vote, partage des résultats. Voilà, donc normalement sur votre écran se sont affichés les résultats. Éventuellement, vous scrollez un petit peu pour les voir. Alors, c'est très équilibré hein, entre la diversification ponctuelle et le cœur de portefeuille. On va en parler. Il y en a un d'entre vous qui pense que c'est inutile. Je serais ravi d'échanger avec lui. Heu, bon, eh bien, écoutez, je vous propose de basculer sur la présentation. Voilà, on a donné 3 minutes. On est une petite trentaine et on y va. Voilà, et effectivement, la performance de l'or cette année, peut nous faire questionner. Est-ce que ça a encore du sens, d'avoir du portefeuille pardon, d'avoir de l'or en portefeuille? Parce que c'est vrai qu'a priori, tout était là pour faire de l'or la star de 2022. On avait de l'inflation, on avait une géopolitique, problématique, tendue. On avait, une récession. Alors est-ce qu'on est déjà dedans ou est-ce qu'elle se profile? Mais bon, elle paraît quand même, assez acquise et pourtant l'or, a vraiment pas brillé, cette année. Ah oui, alors je suis désolé, il y a pas l'échelle, en bas, mais on verra la performance alors, dans l'autre slide. Mais je crois on est en baisse à peu près de 8 sur l'or cette année, alors que vraiment l'or avait tout pour faire une année absolument merveilleuse. Donc est-ce que finalement, l'or a déçu, a raison? En tout cas, quelles sont les raisons et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'or dans les prochains mois? Alors, d'abord, je vous montre ce graphique-là qui est la performance relative du S&P 500 à l'or pour vous montrer, je prends mon petit stylet, que historiquement, l'or, c'est la performance relative. Ça veut dire que, alors on m'a dit que je passais pas assez de temps sur les slides et qu'il fallait que j'explique un peu plus. Et c'est vrai que comme je les lis toute la journée, je vais trop vite et je m'en excuse. Le ratio S&P 500, ça veut dire que quand la ligne bleue baisse,
le S&P 500 sous-performe l'or, donc l'or surperforme le S&P 500. Et en grisé, on voit les périodes de récession. Et donc classiquement, bah, ici, dans les années 70, l'or a largement surperformé le S&P 500 au moment de la récession. Ici, ça a été moins vrai. Mais globalement, ça fonctionne pas trop mal. Ici, ça baisse. La récession des années 2000 et le marché baissier, bon, bah, l'or surperforme. Ça ne veut pas dire qu'il monte, hein, ça veut dire qu'il surperforme. Mylène, bienvenue, bien sûr. J'ai un œil sur les questions, excusez-moi. Bienvenue, Mylène. Voilà, donc chaque récession, et alors, l'histoire nous dira depuis quand ou quand on sera en récession, mais malgré tout, l'or a surperformé le S&P 500 cette année. Donc ça a joué comme attendu. Ensuite, on dit de l'or que c'est un outil pour combattre les dévaluations compétitives et que c'est une réserve de valeur. Et en cela, ça n'a pas déçu, puisque, voilà, c'est le chiffre que je cherchais. Cette année, on est à moins 8,90, en tout cas à hier soir. Pardon, avant-hier, mais ça n'a pas beaucoup changé. Mais dans les devises majeures, on est en hausse, hein, et c'est presque surprenant. On oublie de le dire, que quand on est un investisseur étranger, et pour nous, on est basé en euros, l'or a progressé cette année, hein. Alors évidemment, il a encore plus progressé quand on est un investisseur japonais ou anglais, mais il a vraiment joué son rôle de protecteur de la baisse de l'euro par rapport au dollar. Et en l'occurrence, c'est le dollar qui a été extrêmement fort par rapport à quasiment l'ensemble des devises. Euh, Ensuite, une des qualités qu'on trouve à l'or, c'est sa capacité à diversifier. Ça veut dire à être décorrélé des autres classes d'actifs. Et en ce sens, ça n'a pas changé. L'or a une très faible corrélation par rapport au marché américain, par exemple, ou aux marchés internationaux. Alors, cette notion de corrélation, il faut quand même la prendre avec des pincettes, parce que je vais vous faire un petit dessin. Vous connaissez mes qualités graphiques hors pair. Ah, putain, j'ai réussi à tracer 2 lignes droites. Donc c'est déjà très bien. Si on a un marché qui baisse de cette manière-là, disons le S&P 500, et que dans le même temps, l'or réalise une performance de ce type, ça reste de la baisse, mais c'est une baisse qui est très décorrélée. Voilà, donc avec ça, avec ces 2 choses-là en portefeuille, on a un portefeuille diversifié, mais on n'a pas un portefeuille qui progresse, c'est une chose certaine. Donc, à prendre avec des pincettes, il faut bien comprendre ce qu'est une décorrélation. Je reviens à la présentation. Alors, il y a une question à laquelle je voudrais répondre d'emblée, que vous me poserez peut-être tout à l'heure. C'est qu'on a parlé il y a quelques mois, on en parle beaucoup moins. C'est que le Bitcoin pourrait représenter une alternative. Alors, eh bien, la performance de cette année nous montre que ce que nous racontaient certains ayatollahs du Bitcoin, comme quoi c'était une protection contre l'inflation, comme quoi c'était une réserve de valeur, ça n'a pas fonctionné cette année, hein. Restons prudents, je veux me fâcher avec personne. Donc voilà, ça n'a pas fonctionné, parce que quand vous le prenez à nouveau dans les devises majeures, c'est en baisse entre 47% à 58% en dollars. Alors, bien évidemment, si vous prenez, je ne sais pas moi, la lire turque, oui, alors peut-être que le Bitcoin a progressé parce que la lire s'est effondrée. Enfin, vous prenez n'importe quelle devise,
qui s'est effondré et le bitcoin aura monté comme, je ne sais pas moi, le prix du bœuf, ou du soja, même s'il s'effondrait dans une devise, heu, qui, heu, qui baisserait encore plus, bah oui, ça progresserait. Donc voilà, donc je mets de côté, l'histoire du bitcoin qui présente beaucoup de désavantages par rapport à l'or. Je suis quand même plus confortable d'investir sur un actif qui existe, depuis plusieurs millénaires, plutôt qu'un actif qui existe depuis plusieurs, années. Un actif dont on ne connaît pas la valeur intrinsèque. Voilà, je ne vais pas descendre tout ce slide, c'est pas un webinaire dédié au Bitcoin, mais pour vous dire que, l'or, à mon avis, présente de multiples avantages sur le Bitcoin. Alors, il était, peut-être, c'est moins volatile que Bitcoin. Pour ceux qui veulent, shpiler en bourse, le Bitcoin paraît, plus attractif. Mais si vous voulez de la volatilité, vous achetez un call sur l'or et vous aurez, la volatilité sur quelque chose de plus solide. Alors là, je vous ai fait vraiment une présentation rapide, voilà, 8 minutes sur les caractéristiques intrinsèques de l'or. Je pourrais à peu près, je pense, prendre la même présentation et vous la refaire dans un an. Je vous dirai à peu près la même chose. Parce que c'est analytique, c'est pas prospectif. Voilà. Et moi, ce que j'aime faire, c'est, avec les risques que ça comporte, c'est-à-dire le risque de se tromper, essayer de faire de la prospection. Alors, je voudrais, revenir sur les grands déterminants, de l'or, puis une fois on les aura déterminés, essayer de voir comment il devrait se comporter dans les prochains mois. D'abord, historiquement, vous avez un graphique depuis 1970. On a eu 3 grandes phases, de l'or. Une phase, qui était liée au comportement de la Fed vis-à-vis de l'inflation. C'est-à-dire que durant cette époque-là, on a eu une inflation qui était galopante et qui n'était pas combattue par la Fed. Ici, on a une grande période, on va dire peut-être de consolidation ou de désintérêt. En tout cas, dans la première période ici, fin des années 70, on le verra dans le slide suivant, c'est la période Volcker. Volcker dit: «C'est terminé, l'inflation, on va la ramener sur terre, donc on va augmenter les taux d'intérêt». Ici, alors ça, la dernière période où on voit une accélération de la baisse de l'or, c'est la période, de la bulle techno, d'accord? Alors plus personne veut entendre parler de l'or, mais plus personne veut entendre parler, des valeurs industrielles, des valeurs de fonds de portefeuille, des comme on dit, des valeurs de père de famille. Éclatement de la bulle techno, on a un bull market sur l'or qui s'accompagne de la baisse, du dollar et depuis, voilà, depuis 2012, on n'a pas réussi grosso modo à dépasser ce pic autour des 2 000 $. J'ai fait un zoom sur la période récente qui, étude la période des 2 dernières années où d'un point de vue, alors analyse graphique, mais, de niveau 1, on a un double top ici, ici. On avait, je vais réessayer de faire une ligne droite, c'est pas mal. Un support ici sous la forme, d'un double bottom, paf, et on vient de casser ici la zone. Donc d'un point de vue strictement chartiste, on est dans une phase, qui est pas très sympathique, où on n'a pas encore déterminé, les points bas, sur lesquels on peut envisager une reprise. Heu, je reprends le même graphique et j'y ajoute l'inflation. Alors, on a hérité des années 70 l'idée selon laquelle, s'il y avait de l'inflation, il fallait de l'or pour se couvrir. Alors moi, je voudrais encore une fois, parce que c'est pas la première fois que j'essaye, tordre le cou à cette idée. Non, il ne suffit pas d'acheter de l'or pour se protéger de l'inflation. Parce que vous voyez bien qu'ici, alors donc c'est hérité de cette période-là, voilà. Vous avez en bleu, le CPI américain, envolée de l'inflation, hausse de l'or, formidable, ça fonctionne.
ici, envolée de l'inflation, hausse de l'or. Bon, voilà, donc on a gardé ce réflexe-là. Sauf que là, ça marche plus. Alors, l'envolée est pas la même, bien sûr. Mais on a quand même une hausse de l'inflation et l'or baisse. Tac. Hem, il n'y a pas eu beaucoup de après on est dans une période de déflation ou du moins d'abord de désinflation et puis quasiment de déflation, donc il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour le tester. Mais voilà, on a cette dernière période avec l'envolée de l'inflation et l'or qui fait rien et qui commence à baisser. Voilà. Donc c'est qu'il y a autre chose bien évidemment et cette autre chose, c'est l'attitude de la Fed par rapport à cette inflation. Et quand la Fed est relativement, alors, soit laxiste, soit, pardonnez-moi, ce que les anglo-saxons appellent behind the curve, c'est-à-dire qui courent un petit peu dans leur politique derrière l'inflation, et derrière, ce qu'on appelle, le R étoile qui est le taux idéal pour, heu, contraindre l'inflation sans limiter la croissance économique, qui est un nombre que personne ne connaît, que tout le monde peut évaluer, mais qu'on ne peut pas définir. Et donc, dès que la guerre est déclarée, et donc Volcker, c'était ici, on voit, si vous voyez toujours la courbe jaune derrière toutes les courbes, bah, que c'est la fin de la récré sur l'or. Voilà. Et là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, Powell a déclaré la guerre à l'inflation. Je note quand même que alors, il y a des discours de tous les membres de la Fed, Powell compris, très sévères vis-à-vis de l'inflation, en préparant à de la souffrance pour tous les acteurs économiques. Très bien. Ce sont des gens qui essayent d'accompagner l'économie pour une économie, disons, harmonieuse, avec ce double mandat des prix et de l'emploi. Aujourd'hui, elle a choisi entre les deux, hein, clairement. Euh, mais c'est les gens qui changent d'avis et qui peuvent changer d'avis très rapidement. Souvenez-vous, il y a encore pas longtemps, il y a encore un an, Powell nous disait l'inflation est transitoire, on ne va rien faire pour la combattre. Donc, attendez-vous à des changements de discours brutaux de la part de la Fed et donc forcément de la volatilité sur les marchés. Voilà. Et donc finalement, cet équilibre euh, enfin, la synthèse, quelque part, entre l'inflation d'un côté et le comportement de la Fed de l'autre, ça s'appelle tout simplement des taux réels. Il y a plusieurs manières de les calculer. Moi, je le calcule en prenant les taux à 10 ans dont je soustrais l'inflation dans 5 ans pour 5 ans. C'est un des indicateurs les plus suivis par les spécialistes. Et on voit que là, il y a vraiment une corrélation très forte et un parallélisme qui fonctionne très très bien. Et cette courbe-là, elle commence avant 2009. Hein. Donc voilà. Et d'ailleurs, on serait tenté de dire que si le seul facteur explicatif de l'or était les taux réels, l'or aurait mérité de baisser beaucoup plus, puisque les deux courbes s'accompagnent assez naturellement. C'est donc sans doute qu'il y a d'autres facteurs explicatifs, comme on a cet effet géopolitique de l'or, et on a un autre effet qu'on verra tout à l'heure. Euh, alors, je l'ai mis en second facteur explicatif, mais il est lié quand même au taux réel, pas directement, parce que souvent, c'est un écart de taux, souvent qui guide le dollar entre les taux, par exemple, américains et de la zone euro. Et donc, je vous ai mis, alors en dollars, alors en dollars en échelle inversée, hein, ça veut dire que, alors attendez, que je dise pas de bêtises, tac, 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 le dollar est en échelle inversée à droite, ici. Donc, ici, on a une hausse du dollar. Euh, Voilà, donc je vous ai verdi chaque période de hausse du dollar. Et on voit, quand on reporte sur la courbe jaune, que l'or, assez régulièrement, lorsqu'on est en période de hausse du dollar, comme
ça l'est aujourd'hui, hein. La violence de la hausse du dollar, est vraiment notable. Bah, on a une période de baisse de l'or. Donc c'est assez logique. Donc on ne peut pas avoir un avis sur l'or si on n'a pas un avis sur le dollar. Et donc, heu et c'est là qu'on va essayer de faire un peu de prospective et essayer de voir un peu ce qu'on peut penser du dollar, d'abord. Alors, on a plusieurs graphiques sur le dollar. Il y en a un qui a un facteur explicatif assez intéressant, qui est le positionnement, des hedge funds sur le dollar. C'est-à-dire, alors ce graphique-là, donc c'est les positions nettes spéculatives sur l'euro-dollar, pardon. Heu, Ça veut dire que quand ce graphique est sous le niveau de zéro, bah, c'est que, les hedge funds sont short euro, long dollar. Et de l'autre côté, l'inverse, ils sont long euro. Donc bon, évidemment, on voit qu'ils ont été, sur cette période-là, beaucoup plus souvent long, dollar que euro. Et on a essayé de voir, de faire parler ce graphique-là par rapport au graphique de l'euro-dollar et on a constaté que ces moments-là, où où ces gens-là basculent d'une position short euro à une position long euro. Alors parfois, c'est des périodes, relativement courtes, hein, ici. Et chose intéressante, c'est ils viennent de passer long euro ici. Alors ça ça se voit pas beaucoup, je peux m'amuser à zoomer, mais voilà, vous pouvez me faire confiance. Ici, il y a un petit trait. Alors évidemment, comme on dit toujours et à juste titre, un point, ne justifie pas un changement de tendance. Mais c'est suffisamment intéressant pour le noter. Et lorsqu'on regarde ces changements de comportement, par rapport au graphique de l'euro-dollar, voilà. Alors, je vous assure que je ne cherche pas à vous perdre, hein, mais ce coup-ci, c'est l'euro-dollar, l'échelle n'est pas inversée. Ça veut dire que, lorsque le graphique monte, c'est l'euro qui monte et c'est le dollar qui baisse. Donc, quand on est dans ces phases-là, par exemple, donc le dollar qui baisse, c'est favorable à l'or. Et donc, je vous ai mis les flèches vertes de ces moments où les hedge funds basculent et deviennent long euro. Et donc, ce n'est pas des mauvaises périodes pour l'euro et donc potentiellement pour l'or. Donc, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Et ici, ça n'a pas fonctionné. Voilà, sans doute parce qu'à cette époque-là, ils pensaient encore que la Fed laisserait couler, l'inflation. Mais à confirmer, alors ce sont des données hebdo qui sont publiées le vendredi, à confirmer ce soir, c'est publié autour de 21:00, si on a cette confirmation que les hedge funds deviennent long euro. Voilà. Alors évidemment, je j'insiste encore une fois à ce stade, un indicateur ne peut pas prévoir un marché, ça se saurait, mais quand on en accumule un certain nombre et en plus qui sont indépendants les uns des autres, on arrive à avoir un message intéressant. Mais je ne vais pas tous vous les présenter, c'est vraiment pour vous illustrer un message. Et quand on regarde le même type d'informations sur l'or, on voit aussi des choses intéressantes. Alors structurellement, les hedge funds sont longs, or, sauf ici. Et donc on n'a pas pu faire l'exercice de ce short et de ce long. Donc on a déterminé un niveau pour voir pour le tester et on a dit alors c'est en nombre de milliers de contrats. Quand ils sont longs de moins de 50 000 contrats, et ben regardons ce qui se comme ça l'était, je dis ça l'était la semaine dernière, puisque là vous voyez qu'ils sont repassés au-dessus de 50 000, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Et donc chaque fois qu'on est bon, je vais pas vous tirer un trait à 50 000, il va pas être à 50 000 ou il va pas être droit. Mais vous avez vous avez compris l'idée. Qu'est-ce qui se passe sur les cours de l'or? Bon, et ben, on voit que c'est pas des mauvais moments pour investir en or. Alors ça donne pas des on là vraiment tout le travail, c'est de dire: «Est-il intéressant d'acheter de l'or?»
c'est pas, à partir de quand on le vend. Et qu'on voit qu'ils deviennent au-dessus de 50 000 à des moments assez intéressants dans les cours de l'or. Même quand on est dans des phases baissières, c'est dans des creux. Donc quand on cherche des moments pour accumuler des positions, c'est plutôt un bon indicateur. Et alors là, j'ai mis la flèche verte. Très sérieusement, il est raisonnable d'attendre 2 ou 3 semaines en dessous de 50 000 pour déclencher un signal. Il y a un troisième indicateur que je voudrais partager avec vous, c'est que on peut dire, même si évidemment ça fonctionne pas comme une formule mathématique, que les mines d'or sont un levier sur l'or. Quand mathématiquement, une mine d'or, quand l'or monte d'1%, en général, une mine d'or, ça monte environ de 2%. Alors ça fonctionne pas tout le temps comme ça, mais ça peut être un bon indicateur avancé de regarder le comportement des mines d'or, non pas en absolu, mais par rapport à l'or. Parce que quand l'or va baisser, les mines d'or vont plus baisser que l'or et inversement. Donc vous avez en jaune toujours les cours de l'or. Vous avez cette fois en bleu les cours relatifs de l'or versus les mines d'or. Donc nous, ce qu'on aime bien avoir pour être confiant sur l'or, c'est que l'or sous-performe les mines d'or. C'est un signal favorable. Donc on a tracé une moyenne mobile et on a essayé de voir effectivement ces moments où cette moyenne mobile est baissée. Alors elle n'a pas beaucoup baissé depuis 15 ans parce que les mines d'or ont assez nettement sous-performé l'or. Mais là encore, à partir de là, c'est plutôt des bons moments pour investir sur l'or. Donc le début de la phase de retournement de la moyenne mobile. Voilà, et ici. Donc là, aujourd'hui, on n'y est pas, hein. Donc on voit, cette courbe bleue donc qui monte fortement, ça veut dire effectivement que l'or continue de surperformer les mines d'or, ce qui est pas un bon signal pour acheter. Heu, il y a une dernière chose, alors c'est pas un indicateur avancé, c'est pas quelque chose qui va nous donner un signal, on-off, mais c'est quelque chose qui, depuis quelques années, modifie structurellement le paysage de l'investissement aurifère. Je vous ai pas beaucoup parlé, d'une chose qui a je remonte, hein. Voilà. Heu, Ici, il y a un autre facteur explicatif de l'envolée de l'or, je pense, au-delà de la baisse du dollar, c'est le lancement des ETF. Les ETF ont permis à des investisseurs, qui cherchaient, un moyen de s'exposer à l'or, un moyen ultra simple, ultra liquide, sans avoir de lingots, dans leur coffre-fort, d'acheter de l'or. Et jusqu'alors, le moyen simple, c'était d'acheter des mines d'or, mais c'est pas forcément ce qu'ils voulaient. Et c'est aussi pour ça, sans doute, on le verra dans un prochain graphique, qu'on a eu un grand de-rating des mines d'or et cette hausse de l'or. Et on voit les flux sur les ETF qui sont un des facteurs explicatifs du comportement de l'or, mais qui, hélas, sont assez peu prévisibles. En revanche, il y a un nouvel acteur qui est maintenant fondamentalement acheteur d'or, maintenant et depuis quelques années, je trouve le graphique. Ce sont les banques centrales. On voit que depuis 2010, les banques centrales se remettent à acheter de l'or. Alors que jusqu'à présent, elles voulaient se désendetter. Pardon, excusez-moi. Les banques centrales vendaient de l'or. Je pensais aux États. Et évidemment, ça a attisé ma curiosité et j'ai été voir, mais qui achète de l'or? Est-ce que c'est un changement de politique en Europe ou aux États-Unis? Eh ben, pas du tout. C'est un changement de politique en Chine
ici, et en Russie, ici. Ici, vous avez le nombre de tonnes d'or détenues par les banques centrales. Et vous voyez que la Chine en achète régulièrement et que la Russie aussi. Alors, on peut spéculer sur un tas de choses, faire de la géopolitique fiction. Euh, on peut dire très prosaïquement que ces pays-là ont sans doute moins confiance dans le dollar, moins confiance dans les emprunts d'État américains, et donc cherchent à diversifier leurs avoirs. Et lorsqu'on regarde ce que ça représente par rapport à l'ensemble des réserves, on s'aperçoit, je vous ai mis à gauche la France et les États-Unis comme une sorte de référence, on s'aperçoit qu'en Chine, l'or représente encore quasiment rien des réserves. Donc là, on est en pourcentage, mais que ça ne cesse de croître, pardon. Ça ne cesse de croître depuis 2006. Alors j'ai pris ces dates-là. En réalité, oui, c'est milieu des années 2000. Et donc on est passé de seulement 1% à plus de 3%. Donc c'est des montants prodigieux. Alors si l'objectif de la Chine est d'aller vers les 10 ou les 15%, alors on a un acheteur structurel d'or qui devrait soutenir les cours et qui peut-être aussi explique, je disais tout à l'heure, si l'or avait suivi uniquement les taux réels, l'or aurait pu être beaucoup plus bas. C'est peut-être aussi ce qui explique le pourquoi. Je voudrais finir en disant deux petites choses sur les mines d'or. On a beaucoup, beaucoup reproché aux sociétés minières de ne pas se soucier de l'actionnaire et d'aller chercher. Alors, je lis après vos commentaires. D'aller chercher la course à la taille plutôt que la course à la rentabilité. Et on voit, vous avez en bleu le prix de l'or et en bleu turquoise la moyenne des niveaux de break-even des sociétés minières, c'est-à-dire le cours de l'or à partir duquel elles commencent à gagner de l'argent. Et on voit que l'écart entre les deux est toujours extrêmement faible. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la moindre baisse sur l'or, potentiellement, fait générer des pertes à la mine, et donc c'est une volatilité extrême. Et depuis quelques années, depuis une bonne dizaine d'années, on a comme un buffer beaucoup plus important entre les deux. Donc ça doit rassurer l'investissement en minière. Et la deuxième chose, c'est des niveaux de valorisation. Alors, on peut constater deux choses. C'est d'abord une phase de de-rating. Début des années 2000, on est à quasiment 20 fois les free cash flow. Donc, bon, c'est un élément de valorisation. Et ensuite, on a une stabilisation entre, disons, 5 et 15 de free cash flow. Et aujourd'hui, on est en dessous la moyenne. Alors, ce sont des chiffres à juin. Je pense qu'on serait encore un peu plus bas aujourd'hui. Donc, on peut, alors, sans dire que ça doit retourner à 25 de free cash flow, mais si ça retournait autour de 10, ça serait déjà un élément de revalorisation qui porterait les minières. Je vois qu'il est l'heure et que je dépasse légèrement. En synthèse, j'ai essayé de prendre chaque item pour apprécier l'attractivité d'un placement aurifère et puis de noter avec des moins et des plus, de 4 moins à 4 plus. Et puis je vous ai remis ce que je vous avais mis l'année dernière. Donc on a quand même des éléments favorables et des éléments défavorables qui sont très puissants et qui viennent en confrontation. Favorable, un contexte quand même de marché et géopolitique qui est très favorable. Et d'un autre côté, ce combat de la Fed contre l'inflation
qui est lui, très très défavorable. Alors nos indicateurs, globalement, ne sont pas favorables, ce qui amène alors, j'ai rebasé, entre 0 et 10 pour que ce soit parlant, à une légère baisse de la note d'une année sur l'autre. Mais, quand même, pour finir, et parce que j'essaye toujours d'avoir de la prospective, le prochain grand mouvement important, c'est au moins une pause de la Fed. La Fed, qui se réunit, dans, une dizaine de jours, si ma mémoire est bonne, ou une quinzaine de jours, oui, c'est pas jeudi là, c'est le suivant, heu, devrait à nouveau remonter de 75 points de base, heu et ensuite, on imagine mal qu'elle continue sur un rythme de 75 points de base. Alors, est-ce qu'elle va, on appelle ça le pivot, tout le monde parle de pivot, c'est pas évident à dire. L'inversion de la courbe des taux est pour moi le signal que la Fed a déjà été trop loin, ce qui rend les marchés extrêmement fragiles. Donc je pense mais ça, je déborde sur un autre webinaire, d'ailleurs un webinaire qu'on a déjà fait. Je pense que l'inflation va se retourner de manière plus violente que ce qu'attendent les marchés, que ça mettra la Fed en pause et que ça sera un élément favorable au comportement de l'or et d'ailleurs des marchés financiers. La phase suivante, je ne vais pas vous faire la stratégie 2023, mais quand même, c'est que l'inflation ne s'arrêtera pas en une fois et que dès lors que l'économie repartira, il est possible qu'on ait à nouveau un risque inflationniste, disons par exemple second semestre 2023. Voilà, donc je ne sais pas si c'est dead money, mais ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Ça c'est une chose assez certaine. Voilà, je vous laisse poser vos questions, pendant, que je vous remercie, d'avoir participé à ce webinaire. Qu'est-ce que je dois vous dire? Je l'ai noté pour ne pas oublier. C'est que, je donne rendez-vous, d'ores et déjà pour c'est le prochain webinaire, il est un peu éloigné, c'est le 25 novembre. Peut-être qu'on en fera un entre-temps. En particulier, on discute avec des gestionnaires d'ETF, qui viendraient vous présenter un peu leur métier, qui viendraient un peu vous présenter leur gamme. C'est pas inintéressant aussi, d'abord, que vous rencontriez, d'autres personnes que moi. Et donc, des sociétés vraiment qui gèrent les ETF. Le webinaire du 25 novembre sera consacré à l'impact du succès des ETF sur le métier de conseiller financier. Donc je m'excuse d'ores et déjà auprès des investisseurs, privés parmi vous. C'est un webinaire qui sera destiné exclusivement aux professionnels du conseil et de l'assurance vie, donc family office, CIF, CGPI, courtier. Voilà. Je remonte un petit peu dans les questions, et je regarde celles auxquelles je peux répondre. Alors, Chris, l'or repartira à la hausse lors de la baisse des taux, récession et baisse du dollar. Ouais, je je suis d'accord, je suis d'accord. La seule chose, c'est que, il faut affiner ce discours. Je suis d'accord avec vous dans le principe, hein. C'est que le chemin, la Fed resserre trop fort. Je pense qu'on est à un stade où elle a déjà resserré trop fort, et donc que les prochains chiffres macro vont pas être bons, que les prochains chiffres d'inflation vont montrer, un retour vers une inflation, moindre que les niveaux de entre 6 et 8 actuels. Mais il faut que la Fed, change de discours et c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut, avant de regarder des graphiques, il faut écouter la Fed. L'or se comporte fort bien étant donné que la forte remontée des taux réels, ça représente un gros rebond quand les taux réels vont repartir dans l'autre sens. OK, je peux être d'accord avec ça. Comme si la liquidité va revenir quand les taux baissent. Ça laisse de la place, beaucoup de surprises, surtout pour l'or.
Ouais, ouais, je suis d'accord, hein, le problème, c'est un peu d'essayer d'affiner le timing, d'avoir des outils comme, ceux que je vous ai montrés pour essayer de déterminer les points. Parce que vous savez bien, un actif, ça peut aller très, très vite. On peut dire, bah, voilà, bah, début 2023, la Fed va changer de discours. Mais qu'est-ce qui se passe d'ici là? Si l'or perd 15 et les mines, 25 alors, ça sera compliqué. Donc il faut essayer d'affiner, mais sur le discours global, je suis évidemment d'accord avec vous. Bah, les chiffres que je vous ai montrés, indiquent que ces banques, centrales sont acheteuses, Russie et Chine. J'ai pas d'autres informations. Les vraies réserves chinoises sont très probablement beaucoup plus élevées que le monde les données officielles. Je ne peux pas me baser sur autre chose que les données officielles, mais on sait bien que les données officielles chinoises, sont toujours, question. Donc pour vous, c'est dead money. Alors pour moi, i il faut structurellement avoir une exposition à l'or, dans un portefeuille diversifié. Je pense que c'est trop tôt pour en faire une conviction. Alors, on a beau être un investisseur contrariant comme je le suis, j'ai pas encore les éléments probants pour dire: «Allez, de manière contrariante, j'achète maintenant, et j'attends la phase qu'on a décrit, depuis quelques instants». Donc voilà l'idée. Quel est le prochain support? Alors, le Le prochain support, alors, très prosaïquement, quand on sort d'un canal, horizontal, on prend le canal, on le reporte en dessous et ça donne un objectif. Heu, si on s'amuse à faire ça, alors moi, en général, c'est généralement des objectifs qui sont pas atteints, j'enlève à peu près, 1/3, 1/3 de l'objectif. Donc si, je fais ça en live, le canal, il a une taille à peu près de 15. Si on applique 15 à la sortie du canal, allez, à la louche, 12, ça fait un objectif autour de 1 500. Donc c'est encore, voilà, c'est à peu près, 10 10 plus bas. À très co Donc ça, c'est un objectif, graphique qui est un élément parmi tant d'autres. Je ne crois pas qu'il faille apporter, comment dire? Considérer que c'est l'alpha et l'oméga de la gestion, mais s'en priver, c'est aussi idiot. À court terme, le support qui a été touché le 26 septembre, qui est à 1615, c'est intéressant de voir s'il est touché ou pas, si on fait un double bottom dessus, ou pas. Voilà, donc à court terme, c'est 1615. Heu, Philippe, merci. Merci à tous. Tac, tac, tac. Alors, on va placer le rentier japonais ou européen son argent en voyant la monnaie perdre de sa valeur, le particulier pour revenir sur l'or. Oui, 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 je suis d'accord, mais si vous voulez, ça fait partie des éléments structurels. Ça fait partie des éléments qui me font dire que structurellement, il faut avoir une exposition à l'or. Peut-être, je sais pas, entre 5 et 10. Maintenant, est-ce que, il faut, aller comme on l'a déjà été par le passé, est-ce qu'il faut aller à 20? Aujourd'hui, ça me paraît tôt. Dans les portefeuilles que nous gérons et parmi vous, il y a, certains clients, on a on est dans de très bonnes conditions. On est sorti de l'or et on est revenu bien trop tôt parce qu'on a pensé que les éléments géopolitiques suffiraient pour porter l'or. Ça n'a pas été, une bonne chose et aujourd'hui, comme, le disait, je crois que c'est Yves, dans les portefeuilles, on considère ça comme un élément structurel, peut-être un peu, dead money pour venir, réinvestir, bah, quand on sera un peu plus confiant. Mais c'est vrai que ça peut aller très vite, il faut pas et on n'est jamais, dogmatique sur une classe d'actifs. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie.
Vous recevrez alors en général, comme le les ça voilà, on est resté 45 minutes, je vous envoie pas 45 minutes de replay, en général, je demande à la personne qui s'occupe des médias, de faire un condensé pour avoir la substantifique moelle, ça y est, je l'ai placé, du webinaire. Donc on vous l'enverra. Comme vous êtes inscrit, vous recevez également, je pense, nos chroniques et donc, si vous recevez trop de choses de notre part, vous cliquez vous désinscrire, vous voyez la liste des choses auxquelles vous êtes inscrit, vous décochez et vous recevez que ce que vous voulez ou plus du tout, mais on sera très triste. Voilà. Je suis toujours vraiment ravi, d'échanger avec vous, c'est toujours, intéressant. Merci infiniment, n'hésitez pas si vous voulez poursuivre la discussion, c'est pas compliqué de me joindre. Je vous souhaite un très bon week-end. Pour ceux qui suivent les vacances scolaires, bah, de bonnes vacances avec vos enfants. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.